RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le député du Nord et coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Alba Ventura. Les personnels soignants sont appelés à une journée de grève jeudi. Plusieurs infirmières témoignent d'un épuisement. La crise sanitaire est venue s'ajouter à leur quotidien déjà difficile. Est-ce que pour les soulager, Adrien Quatennens, pour les laisser souffler un peu, il faudrait, compte tenu de l'augmentation des hospitalisations, des reconfinements locaux ? On voit que la situation sanitaire se dégrade dans beaucoup d'endroits et nous avions prévenu à l'aube du déconfinement sur le fait qu'en cas de seconde vague, il faudrait planifier dans l'éventualité où nous aurions une seconde vague. À l'époque, on nous riait au nez, mais aujourd'hui, on voit que cette seconde vague est là. Et on a l'impression désagréable que monsieur déconfinement, monsieur Castex, devenu Premier ministre, navigue à vue. Et que le seul indicateur qu'il surveille pour piloter, si on peut appeler ça un pilotage, c'est effectivement les lits en réanimation et le tout sur fond d'épuisement de la part du personnel de santé. Vous avez peut-être c'est quand même normal de regarder le taux d'occupation des lits en réanimation. Oui, mais dans ce cas-là, il faut prendre des mesures qui soient cohérentes, que tout le monde puisse comprendre. Vous savez, les Français sont en majorité disciplinés face aux mesures sanitaires, mais ils interrogent le bien fondé des décisions qui sont prises. Et par exemple, quand on voit qu'on ne peut plus aller au restaurant après 22h, mais qu'on peut continuer à s'entasser tous les matins dans les transports en commun, que certains lieux ferment... Masque. Oui, bien sûr, mais regardez franchement, je ne sais pas si vous prenez le métro, le RER, mais voyez un peu la situation. Je crois qu'en termes de circulation de l'épidémie, par exemple, c'est sans doute peut-être plus dangereux que des restaurants dans lesquels des protocoles sanitaires stricts sont appliqués. Vous trouvez que les Français sont raisonnables ? Dans leur immense majorité, bien sûr. Les jeunes ? Mais ce que je vois surtout, Alba Ventura, c'est que rien n'a été fait à l'hôpital depuis la première vague et qu'aucune leçon n'a été tirée. On a un personnel qui est épuisé. Vous avez un infirmier sur 3 qui réfléchit à changer de métier, 1 sur 5 qui n'a pas pris de congé depuis le mois de mars, et 57% d'entre eux, donc bien plus de la moitié, qui disent être en situation d'épuisement. Au moment où nous avons cette seconde vague, il y a des revendications qui ont été faites depuis bien avant la crise sanitaire que nous connaissons, notamment en termes d'embauche. Ils font des moyens supplémentaires. Vous vous souvenez que le 12 mars, Emmanuel Macron disait « La santé n'a pas de prix, nous ferons ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte ». Il y a eu un Ségur. Il y a eu un Ségur et regardons l'atterrissage, puisque quand il s'agit de passer des paroles aux actes, on a vu M. Macron la semaine dernière, le 6 octobre, dire aux soignants, c'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. Je vais vous dire, c'est une insulte, y compris à ce personnel de santé qui, au cœur de la première vague, s'est trouvé souvent dans des conditions d'auto-organisation face à une technocratie hors sol. Dans les hôpitaux qui disent qu'il y a un problème d'organisation dans les hôpitaux. Mais c'est pas qu'une invention du pouvoir. Peut-être qu'il y a ça et là des problèmes d'organisation, mais tout le monde voit d'abord que pour soulager le personnel, il faut des embauches massives à l'hôpital, dans les EHPAD, des aides-soignants. Voilà ce qu'il faudrait faire, parce que la situation craque de tous côtés. Il n'y a pas assez de candidats. Écoutez, si on se donne les moyens de recruter et de former en masse, on peut le faire. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que des revendications, y compris de notre personnel de santé, s'agissant des salaires, vous savez que les infirmiers de ce pays, les infirmières, sont tout en bas du classement de l'OCDE. Ils demandaient 300 € d'augmentation, on leur en donne que la moitié. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire d'un côté quoi qu'il en coûte et dire c'est un problème d'organisation et pas un problème de moyens. Enfin, Alba Ventura, rappelez-vous qu'au cœur d'une crise sanitaire inédite en France, la 6e puissance économique du monde, on a vu nos soignants en sac poubelle s'auto-organiser dans les couloirs de l'hôpital public. Ces scènes-là, nous ne voulons pas les revoir. Il faut donc organiser, planifier, et j'interroge le gouvernement. Qu'a-t-il prévu, qu'a-t-il fait pour l'hôpital face à cette situation ? Planifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en capacité, logiquement, de se doter des moyens qu'il nous faudrait en cas de seconde vague. Et ça aurait dû être fait. En termes de respirateurs, on aurait dû réquisitionner certains endroits. Vous savez que maintenant, à l'hôpital public, on n'a peut-être plus de problème pour se fournir des masques. D'ailleurs, les masques maintenant sont quasiment obligatoires partout. Et moi, j'appelle de nouveau à sa gratuité, à leur gratuité. Maintenant, on a des problèmes pour se fournir parfois en gants. On m'a expliqué que dans certains hôpitaux, il faut jusqu'à 10 jours pour recevoir une boîte de gants jetables. Bref. Qu'est-ce que vous attendez du président qui va s'exprimer demain soir, justement, à propos de ce coronavirus ? Est-ce qu'il faut un nouveau tour de vis ? Est-ce qu'il faut un couvre-feu ? Écoutez, je ne mesure pas l'efficacité d'un couvre-feu si chaque matin de nouveau on peut se retrouver entassé comme on se trouve tous les matins dans les couloirs du métro. Ça pose une véritable question. Ce que je vois surtout, c'est que le gouvernement est en train, parce qu'il n'a rien prévu à l'hôpital, de piloter en fonction uniquement des lits de réanimation et de prévoir les esprits à d'éventuelles mesures plus strictes. Et pourquoi pas à des reconfinements locaux dans les métropoles qui sont passés en état d'alerte maximale. Monsieur le député, l'Assemblée dont vous faites partie a débuté l'examen du budget assorti du plan de relance à 100 milliards d'euros. Ça vous semble secondaire de vouloir venir en aide aux entreprises ?
Absolument pas. Mais je voudrais qu'on se rappelle que quand vous dites les entreprises, et c'est pas François Langlais qui me démentira, on peut pas réunir toutes les entreprises sous le même vocable. Vous avez d'un côté les TPE, les PME, les artisans, les commerçants qui souffrent d'ailleurs dans cette période et qu'il faut pouvoir soutenir. Et notez que dans ce plan de relance, je crois que c'est plus de 280 000 entreprises les plus petites qui vont toucher 225 € avec ce plan de relance, alors que le quart de ce budget va être utilisé pour les grandes entreprises. Alors, il faut soutenir les petites entreprises, mais moi j'en ai ras-le-bol notamment qu'on aide certaines grandes entreprises qui depuis des années, Alba Ventura, se sont gavées d'argent public, sans contrepartie, sans vision stratégique, et dont on voit les résultats sur l'emploi. Vous savez, maintenant on a le bilan de ces politiques, le CICE, le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi qui a coûté 20 milliards d'euros par an aux Français et qui devait, souvenez-vous-en, selon le petit Pins bien connu, créer 1 million d'emplois. Il en a créé résultat, 100 000, ça fait donc plutôt 1 million d'euros de dépenses publiques par emploi créé. Si vous voulez créer de l'emploi dans ce pays de manière pérenne, et que ça coûte moins cher que du CICE ou un plan de relance qui est finalement une sorte de CICE géant, il y a d'autres solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, par exemple, de l'autre côté de la frontière allemande, on pose enfin la question, face au chômage de masse, de la répartition du temps de travail. Le puissant syndicat de la métallurgie allemande a posé ce débat. Il faut travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Et en termes de solutions pour relancer l'activité, vous savez qu'il y a travailler 32 heures ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que la productivité, Alba Ventura, a considérablement augmenté dans ce pays. Le principal problème que nous avons, et avec lequel vous ne relancerez pas l'activité d'un pays, ce sont les indicateurs de répartition de richesse, Alba Ventura, la richesse produite notamment par le travail humain. En 10 ans, en France, les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 70%. Donc dans la même période, attendez, écoutez-moi, dans la même période, là vous caricaturez, écoutez-moi, 70% d'augmentation des dividendes en 10 ans. Dans la même période, l'investissement productif dont nous aurions tant besoin a reculé de 5% et le salaire moyen, lui, salaire minimum, n'a augmenté que de 12%. On ne relance pas l'activité d'un pays avec de tels indicateurs et la politique d'Emmanuel Macron aggrave cela. Vous avez vu le rapport sur l'ISF ? Les 0,1% des plus riches ont augmenté leur fortune d'un quart et dans le même temps, Alba Ventura, on découvre que la France, qui est un pays riche, a 10 millions de pauvres en son sein et le Secours populaire nous dit que la situation de pauvreté dans le pays est inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, peut-être mais les Français les plus aisés versent aussi 60% de leurs revenus en impôts et vous le savez, peut-être qu'on pourrait se rendre compte qu'il y a comme un lien, Alba Ventura, entre l'extension de la pauvreté et l'hyperaccumulation. Mais d'abord, c'est mieux d'impôts. Plus d'impôts, toujours plus d'impôts ou mieux dépenser ? Non, d'abord mieux dépenser. Faire en sorte, par exemple, s'agissant des aides aux entreprises, qu'elles soient ciblées. On est le pays le plus imposé au monde. Attendez, écoutez-moi. Qu'elles soient ciblées, ces aides. Qu'on exige des contreparties en termes de transition écologique, en termes d'emploi, que lorsqu'une courroie de transmission va directement des caisses de l'État aux poches des actionnaires sur le dos des salariés licenciés, comme c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises, et je redis à votre micro que je ne les confonds pas avec les petites, on pourrait effectivement être un peu plus exigeant. Voilà ce que je dis. Je change de sujet. Le procès des attentats terroristes de 2015 se poursuit. Vous êtes plutôt Charlie ou Kouachi ? Mais vous imaginez le sens de votre question, c'est terrible. C'est une provocation, je fais référence à la une de Charlie Hebdo qui représentait il y a 3 semaines Edoui Plenel, Tariq Ramadan et Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous dire une chose, Alba Ventura. L'équipe de Charlie Hebdo qui a été décimée en 2015 a été pour quelque chose dans mon engagement en politique. Sur mon bureau, là où je travaillais à l'époque, il y avait tout le temps Charlie Hebdo. Ils ont été de tous les combats antiracistes, les combats pour les sans-papiers, les combats pour le droit au logement. Donc ces gens-là ont beaucoup compté pour moi et c'est jamais sans émotion que j'évoque leur mémoire. Mais je veux rappeler une chose, c'est qu'au cœur de ce procès de Charlie Hebdo, je veux qu'on se souvienne très bien que ceux qui ont commis ces actes, ces attentats barbares en 2015, poursuivaient un objectif politique qui a été théorisé, y compris par les organisations terroristes islamistes. Vous savez lequel ? Provoquer en réaction aux attentats une dislocation dans notre pays entre d'un côté les musulmans, qui seraient tous suspectés, et de l'autre, le reste du peuple en France. Oui, eh bien, Alba Ventura, attendez, laissez-moi terminer. Oui, mais laissez-moi juste terminer ma phrase, s'il vous plaît. Alba Ventura, juste vous dire une chose. Je trouve que le climat et l'ambiance qu'il y a parfois, y compris médiatique dans ce pays, qui n'est pas raisonnable du point de vue de la raison argumentée, participe du dessein des terroristes. Il faut refuser ce clivage. L'important, c'est l'unité du peuple en France face aux grands défis que nous avons relevés. Et pas d'angélisme pour autant. Quand il y a de l'obscurantisme, quand il y a du fanatisme, eh bien, on doit pouvoir agir. Et d'ailleurs, la loi permet déjà bien souvent d'agir, mais pas de suspecter tout le monde. Adrien Quatennens, une 3e candidature pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un secret de polichinelle.
Écoutez, Jean-Luc Mélenchon Rapidement. a donné son calendrier. Il a dit qu'il consultait notamment ses amis au mois d'octobre et qu'il donnerait une décision sans doute à la fin du mois ou le mois prochain. Moi, je vous donne mon avis. Il aura Compte tenu- 71 ans en 2022. Vous pensez que les Français sont prêts à choisir un homme de 71 ans? Mais en tout cas, je pense qu'en ayant choisi un homme de moins de 40 ans, ils ont vu peut-être le résultat. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'abord de volonté, d'expérience. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, compte tenu du programme qu'il a défendu en 2017 et que nous remettons en circulation, compte tenu de son expérience, des équipes expérimentées que nous avons formées autour de lui, est le bon candidat. Surtout pour une chose, j'en termine là, Alba Ventura, face à l'abstention de masse, qui touche d'abord les jeunes, les milieux populaires, les employés, les ouvriers. Je crois que le nom de Jean-Luc Mélenchon a une capacité propulsive beaucoup plus importante que beaucoup des noms dont on parle en ce moment dans les médias. Merci Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité.